Bonjour à tous, Eric Zglini, responsable création et entrepreneuriat de BPI France. J'ai le plaisir et la chance d'animer cet atelier sur handicap et longue maladie. Comment se lancer ou rebondir dans l'entrepreneuriat. Alors peut-être juste quelques chiffres avant de lancer cet échange. Il y a 8000 créations d'entreprises en France par an qui sont faites par des gens porteurs d'un handicap. Il y a 80 000 chefs d'entreprise qui sont déclarés comme étant handicapés. Et d'une façon plus générale, si on regarde le nombre de gens qui sont atteints soit par handicap, soit par une maladie, il y a près de 700 000 chefs d'entreprise. Donc c'est un sujet qui peut toucher tout le monde, puisque on n'est pas forcément handicapé, mais on peut devenir malade, touché par une maladie qui peut ensuite vous handicaper. Et donc la question du rebond et de l'activité économique se pose aussi pour ces personnes. Alors j'ai un plateau de gens spécialistes. Tout d'abord Stéphanie Indorato, qui est une entrepreneuse et qui va nous raconter son parcours. Elle a été accompagnée par une couveuse qui s'appelle Couveuse Innovation et qui est représentée par son président Jean-Marc Lescano. J'ai aussi l'AGFIP pour la partie de l'État, qui représente l'État. Et j'ai ensuite HUP Entrepreneur, qui est représenté à la fois par Pauline Arnaud-Blanchard, qui est la directrice générale, et par son président, qui est Damien Caillot, et qui lui aussi a créé une entreprise dans le domaine du handicap. Donc on a un plateau de qualité sur ces sujets. Je vais passer d'abord la parole à Stéphanie et Jean-Marc en leur posant une première question. C'est comment vous êtes devenu entrepreneur? Quel était votre parcours avant? Et pourquoi vous lancez dans le handicap? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Alors en fait, moi j'ai ressenti le besoin déjà de me remettre au centre de ma vie, puisqu'on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Donc moi j'ai un parcours classico-classique, 20 ans de banque, salarié. Et en fait, quand je suis revenue de mon long arrêt maladie, j'avais plus les codes en fait. Ça veut dire que leur priorité, c'était plus du tout les miennes. Et de fil en aiguille, je me suis dit que la seule manière de rebondir, c'était finalement pourquoi pas créer mon activité, mais alors par où commencer, que faire. Et j'ai découvert un peu par hasard donc la couveuse Innovation, qui ont développé un dispositif qui s'appelle Entreprendre et Cancer. Et du coup, comme vous le savez, quand on a une longue maladie ou un handicap, il y a une charge mentale, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du soin. Et du coup, entrepreneuriat on a déjà une grosse charge mentale quand on débute dans ça, plus la charge mentale du soin. Je me suis dit comment je vais faire. C'est là que la couveuse m'est d'un grand soutien, puisque je bénéficie d'un accompagnement personnalisé avec un conseiller. Donc ça veut dire j'ai des conseils, quand ça va moins bien, j'appelle mon conseiller. Voilà, j'ai des formations, j'ai des outils à ma disposition. Et je pense que donc ça fait 1 an et demi que j'y suis. Alors, quelle est votre activité? Moi, je suis assistante virtuelle. Donc ça veut dire assistante, c'est comme assistante de direction, mais à mon compte, pour les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Et je peux dire que grâce à la couveuse, mon activité se porte plutôt pas mal. Et ma santé aussi, du coup, parce que j'ai pu organiser mon activité autour de mon parcours de soins, parce que j'ai toujours un parcours de soins. Et au lieu d'avoir une double charge mentale, grâce à Entreprendre et Cancer, j'avance sereinement dans mon activité et j'avance sereinement dans mon parcours de soins. Et j'allie deux causes un peu qui sont un peu à l'opposé, c'est-à-dire continuer une activité professionnelle, parce qu'entre nous soit dit, la mention j'ai une longue maladie ou j'ai un handicap, j'ai besoin de me reposer, ça n'existe encore pas dans les feuilles d'impôt, ou alors je suis pas au courant, donc on est obligé quand même de gagner sa vie. Et du coup, voilà, avec ce dispositif, je suis beaucoup plus sereine pour développer et tester mon activité. Alors, Jean-Marc, même question. Quel est votre parcours? Pourquoi vous avez créé cette couveuse qui est un peu atypique dans le monde des couveuses? Oui, je n'ai pas créé cette couveuse, elle préexistait dans les Alpes-Maritimes.
j'en ai pris la présidence en 2022 et j'ai eu le même parcours vis-à-vis de la maladie et du handicap que Stéphanie. Et donc, j'ai traversé toutes les étapes de résilience personnelle. Et donc, quand j'ai pris la présidence de cette couveuse qui est généraliste, alors une couveuse, pour le plus grand nombre, c'est une entité qui permet de tester son activité avant de créer, donc qui traite un SIRET, qui assure la responsabilité et qui, finalement, protège complètement l'entrepreneur de tous les tracas administratifs, de tous les risques. On ne peut pas échouer en couveuse. On peut renoncer à son projet, mais on a toujours avancé. Donc, c'est un dispositif qui gagne à être mieux connu. Donc, j'en profite pour le dire et pour remercier aussi ceux qui viennent de notre région sud, qui sont basés à Nice, la DRETS qui nous a beaucoup aidé sur un programme plus large que Entreprendre et Cancer qui concerne tout le champ du handicap, Paul de Nice et la communauté de Sophia Antipolis. Donc, j'ai traversé ces parcours-là et je me suis rendu compte que quand on est en situation de résilience après un accident de la vie, on a besoin de se projeter dans l'avenir. Et par contre, on se sent fragilisé, on n'a pas envie de prendre de risques. Donc, on a essayé de concevoir avec des partenaires des parcours pour permettre à des personnes en situation de handicap de sécuriser leur démarrage d'activité. Parce qu'il y a un vrai besoin de revenir dans une identité professionnelle, de se remettre au boulot, mais on n'a plus les mêmes capacités qu'avant, on n'a plus les mêmes attentes et on n'attend plus la même chose du travail. C'est-à-dire quand on se lève le matin, on a besoin que le travail qu'on fait ait du sens et qu'il soit compatible avec nos capacités. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces programmes, pour permettre aussi à des personnes qui sont en transition, c'est-à-dire elles sont encore en arrêt maladie. Donc en arrêt maladie, vous ne pouvez pas créer votre activité. Mais par contre, on peut monter des ateliers dans un dispositif pour les informer et qu'ils puissent se projeter dans l'avenir. Donc c'est ça le dispositif qu'avec l'Union des couveuses, on déploie et qu'on va essayer d'essaimer un peu sur le territoire au bénéfice de tout le monde. Et au-delà de la partie couveuse pure, on cherche à sécuriser ensuite le démarrage de l'entrepreneuriat au travers d'une coopérative d'activité et d'emploi dont Stéphanie est une créatrice. Elle est associée au démarrage de cette coopérative qui s'appelle Andrea et qui a démarré au mois de mai et qui va permettre à des personnes en situation de handicap de lancer leur activité indépendante tout en étant avec un statut d'entrepreneur salarié. C'est le propre de la CAE. Donc c'est le deuxième étage de sécurisation des personnes qui ont le plus besoin d'avoir une prévoyance, d'avoir une complémentaire santé, d'avoir des indemnités journalières, qui n'ont pas s'ils prennent le statut d'indépendant. Voilà. Et alors, une question, comment vous sélectionnez les entrepreneurs que vous accompagnez? On travaille énormément avec des partenaires. Alors, il y a le côté généraliste de la couveuse, et puis il y a le champ du handicap. Aujourd'hui, dans le champ du handicap, on travaille avec France Travail, avec Cap Emploi, avec la MDA, avec BGE pour la Côte d'Azur. J'en oublie, Cap Emploi, je l'ai peut-être cité. On travaille avec HUP, qui est là. On travaille avec l'ANIAC. Donc, on a tout un réseau de gens qui découvrent ce qu'on propose. Et ça, c'est vos partenaires, mais en termes d'approche humaine, comment vous sélectionnez en fait les personnes? Alors, elles sont sélectionnées sur la base de leur motivation à s'engager dans un projet. Et on prend le temps de les accompagner. La couveuse, on en sort quand on veut. Du jour au lendemain, on peut dire ça ne m'intéresse plus, on n'a aucun engagement, on sort. Donc il n'y a pas de risque non plus à entrer en couveuse. Nous, ce qu'on retient, c'est la volonté et l'engagement personnel dans un projet. C'est pas le projet. Face à quelqu'un qui est malade et qui a donc des difficultés à la fois de vie et de projection. On s'adapte. Comment vous faites justement parce qu'il y a une dimension psychologique forte. Tout à fait. Alors, on travaille avec des personnes. Il y a autant de handicaps que de personnes qu'on accompagne. Donc, les situations sont très différentes. Le seul point commun, c'est que toutes les personnes en situation de handicap qu'on accompagne nécessitent beaucoup plus de relationnel que quelqu'un de valide. Parce qu'il y a plus d'inquiétude, plus d'incertitude et il y a certainement besoin d'un peu plus d'accompagnement.
Donc ça, c'est une certitude qu'on constate. Et on s'adapte. On a eu, il y a une quinzaine de jours, une personne qui a été en situation de récidive sur un cancer et qui est venue en rendez-vous avec notre conseiller et qui lui a dit « Est-ce que vous allez... Excusez-moi. Est-ce que vous allez me garder ?» Bien sûr qu'on va la garder. Parce que c'est son futur qu'elle joue. Voilà, donc, venez comme vous êtes. C'est un beau mot de conclusion. Alors, un entrepreneur donc, qui est reçu par la couveuse, qui a envie d'entreprendre, qu'est-ce qu'il peut venir chercher auprès de l'AGFIP et quel est votre rôle dans son parcours? Alors, je vais vous présenter en quelques mots, très rapide, la mission de l'AGFIP. Donc, l'AGFIP a une mission de service public. C'est 14 délégations régionales, c'est 21 sites. Donc, nous sommes présents donc, sur tout le territoire. Et c'est à environ un peu plus de 500 millions en termes de budget. Donc, dédié à l'accompagnement des entreprises, à l'accompagnement des personnes en situation de handicap et à l'accompagnement et au conseil de tout son écosystème. Et Jean-Marc a parlé déjà de l'écosystème, à savoir France Travail, Cap Emploi, les missions locales, tout ça pour accompagner nos bénéficiaires. Et une autre des missions, un axe donc, qui est très fort dans le cadre du plan stratégique de la GFIP, c'est bien de sécuriser les parcours dès la sortie donc, de la vie scolaire, on va dire, jusqu'à la retraite d'une personne en situation de handicap. Si maintenant je fais un focus sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour nous, a 3 dimensions. Une première dimension qui est bien évidemment de produire un bien ou un service. Deuxième dimension, c'est de le commercialiser, ce bien ou ce service. Troisième dimension, c'est de gérer son activité. Et donc la GFIP, en amont de la création ou de la reprise d'activité, va accompagner donc les travailleurs handicapés indépendants pour justement sécuriser ces 3 dimensions-là et s'assurer que leur mise en œuvre va répondre à la viabilité du projet de l'entrepreneur. Comment vous travaillez avec les réseaux d'accompagnement ? Alors, nous finançons donc des prestataires qui vont donc accompagner les travailleurs handicapés indépendants. Donc, ça va être les boutiques de gestion qui travaillent pour le compte de la GFIP et qui accompagnent donc les créateurs ou repreneurs d'activités avec 2 dimensions. Dans le cadre de l'accompagnement, comme je vous le disais, en amont de la création d'activités et aussi post-création d'activités. C'est-à-dire que nous allons vous accompagner sur 3 années pour s'assurer et sécuriser votre parcours en tant qu'entrepreneur. Donc j'ai parlé des boutiques de gestion, nous travaillons avec les chambres de métiers et de l'artisanat et nous travaillons bien évidemment avec le réseau des Cap Emploi. Une autre dimension donc, de l'offre de services de la GFIP en direction des travailleurs en situation de handicap, c'est l'aide à la création d'activités. Donc aujourd'hui, elle est d'un montant de 3 000 €. Alors la différence avec les autres structures, c'est que nous, c'est une subvention, ce n'est pas un prêt. Troisième élément pour sécuriser donc le parcours. Soumis à des conditions de ressources ou pas ? Ah, pas du tout. Non, c'est pas soumis à des conditions de ressources. L'aide va être soumise à la viabilité du projet professionnel qui va être bien évidemment élaboré avec le conseiller qui va vous accompagner. Dès lors qu'il notifie à la GFIP que votre projet professionnel est viable, votre projet de création d'activité est viable, cela va être couplé donc à l'aide financière qui est de 3 000 €. Donc il n'y a pas de condition de ressources, il y a juste une condition d'être en situation de handicap avec une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou en voie de l'être, et puis avoir un projet de création ou de reprise d'activité qui soit viable. Et cela vous permet donc d'avoir, et c'est la philosophie des aides de la GFIP, c'est de vous permettre d'avoir un emploi pérenne. Donc on va sécuriser tout votre parcours. Troisième élément, c'est la trousse premier secours. Cette trousse, elle englobe donc une assurance multirisque professionnelle, une assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi qu'une prévoyance, donc une prise en charge des soins en cas d'accident ou de maladie. Voilà, ça c'est les 3 axes pour accompagner les travailleurs handicapés, travailleurs indépendants. Et vous avez bien évidemment
toute l'offre d'intervention de la GFIP qui est ouverte, que ce soit l'aménagement des situations de travail, que ce soit des aides pour les déplacements. Si vous êtes en mobilité réduite et que vous avez besoin de vous déplacer dans le cadre de votre activité, la GFIP va pouvoir intervenir. Ça va être le financement d'aides techniques. Ok, merci. Pas de souci. Alors, qui veut prendre la parole en premier? Peu importe. Non, je vais prendre la parole en premier. Voilà. Alors, HUP Entrepreneur, quelle est sa vocation? Alors, HUP, nous sommes une association. C'est normal le bip? Non, ça vient de moi. Ah, c'est pour indiquer qu'on a passé les 15 minutes. Donc, non, HUP, je laisserai Pauline, je dirais, l'expliquer. Très simplement, HUP Entrepreneur, c'est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap lorsqu'elles ont un projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise ou de développement de celle-ci, en fait. On est sur l'ensemble de la France, le siège est à Paris, mais on est en Bretagne, on est dans les Hauts-de-France, on est dans le Grand Est, on est en Aura, même si j'aime pas cette terminaison, mais Auvergne-Rhône-Alpes, enfin voilà, cette région, c'est que j'aime pas la terminologie, le sigle, voilà, je trouve que ça sonne pas bien. Bref, voilà, et là je laisserai vraiment Pauline développer, puisque de mémoire c'était mon parcours que je devais présenter, Eric. Mais c'est pas grave, je peux aussi parler d'HUP. Hein. Non, mais tout est possible. Sur votre parcours, donc comment vous avez rejoint HUP? Alors, comment j'ai rejoint HUP? Alors, j'ai rejoint parce que je suis à la tête d'une entreprise. Ouais. J'ai un cabinet de conseil en politique handicap qui s'appelle Quid, alors, qui veut dire, pour la petite histoire, en japonais, veut dire avec bienveillance. C'est-à-dire que la traduction japonaise nous sert de baseline. Et comment je suis venu à créer ce cabinet? En fait, je suis moi-même en situation de handicap. Je souffre d'une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Alors, retenez pas ces deux mots barbares, hein, ce serait d'aucune utilité pour vous. Je le dis très souvent, le seul point positif que j'ai trouvé à ma maladie, c'est que si vous réussissez à placer l'un des deux mots au Scrabble, ça peut vous rapporter des points. Dans chacun des mots, il y a un Y. Dans ankylosante, il y a K. Si le mot compte triple, je peux vous assurer que vous avez la partie gagnée. Mais c'est vraiment le seul point positif que j'y ai trouvé. Au-delà de ça, c'est un rhumatisme inflammatoire. Le surnom de la maladie, c'est la colonne bambou. C'est la colonne vertébrale qui se consolide et puis après les autres os du squelette. Et pourquoi je vous explique ça? C'est pas pour vous faire un bilan de santé. C'est que moi, j'ai deux vies professionnelles. En fait, j'ai une première partie où j'étais dans un groupe qui, je pense, vous devez connaître au moins de nom, qui s'appelle Pernod Ricard. Moi, au sortir de mon école de commerce, voilà, je suis rentré dans le groupe, au siège du groupe, au siège de la société Pernod, après sur d'autres fonctions. Et à un moment donné, j'étais directeur commercial d'une filiale vinicole. Et un jour, la médecine du travail me dit « Monsieur Caillot, vous pouvez continuer d'exercer votre métier. Il n'y avait pas de compatibilité majeure, on va dire, entre ma maladie et la fonction même. En revanche, on ne veut plus que vous empruntiez le train, l'avion et la voiture pour vos déplacements. » À l'époque, j'avais une partie de l'Europe, en fait, en territoire, et j'avais 60 commerciaux, enfin 60 personnes sur l'ensemble de ce territoire. Donc j'ai regardé le médecin du travail et je lui ai dit, si vous ne voyez pas d'incompatibilité, moi j'en vois quelques-unes, là comme ça, immédiatement. Pour vous la faire très courte, hein, j'ai même donné ma démission immédiatement au retour de ce rendez-vous, qui n'a pas été accepté, fort heureusement, parce qu'après je suis parti 10 mois en formation RH, en formation longue. Et puis au sortir de cette formation, là, je me suis installé avec deux vœux pieux dans cette volonté quand je me suis installé. C'était le premier, c'était de rendre notre société plus inclusive, c'est-à-dire à la fois l'entreprise, mais aussi le monde dans lequel on vit. Et le deuxième vœu pieux, c'était là, étant concerné par le handicap, c'était de me dire, je veux que toute personne en situation de handicap soit épanouie à son poste de travail. Et quand je dis épanoui, c'est épanoui sur l'instant, au moment où on en parle, au moment où on la rencontre, mais c'est aussi épanoui à terme. C'est-à-dire comment avoir une projection de carrière, comment continuer de vivre. Et pourquoi pas aussi créer son entreprise, comme moi je l'ai fait, parce que moi je suis parti d'une feuille blanche. En 2010, moi j'avais un univers où je rencontrais que des acheteurs que vous pouvez imaginer, hein, chez Auchan, chez Leclerc, chez Intermarché, toutes ces grandes centrales ou autres, Métro, Promocash ou autres. Moi, d'un seul coup, les interlocuteurs ou les interlocutrices dans le champ du handicap, je peux vous assurer que je ne les connaissais pas, et je peux vous assurer aussi qu'en 2010, elles se montraient peu. Tout du moins, on les identifiait très très peu dans les entreprises, ce qui est quand même beaucoup moins le cas maintenant en 2024. Pour tout vous dire, moi, le cabinet, on accompagne aujourd'hui dans les entreprises grand public pour que ça parle à tout le monde. On accompagne E.ON, on accompagne Verisure, on accompagne Olympus, on accompagne Samsung, on accompagne Nike, on accompagne Lacoste, Ipsen ou autres dans toute leur politique handicap. En fait, Wavestone aussi, Clanic, Kerus. Voilà un petit peu dans tous les champs et tous les secteurs d'activité dans lesquels on est. Je regarde le temps. En quoi votre expérience passée vous a aidé dans votre parcours de
Alors c'est toujours dans dur vos ça. nouveaux parcours. Ouais, alors ça c'est toujours difficile à trouver. Bon, je pense que le développement commercial, bon, je veux dire que je l'avais un peu dans mes fibres, et à la fois à travers la formation puis les expériences précédentes, mais c'est aussi de se dire que il faut que dans tout ce que l'on fait, Pauline est là pour le témoigner. Quand je suis arrivé chez HUP, j'ai dit dans des premiers mots que j'ai dit, j'ai expliqué que le H de handicap est une lettre aspirée, on la prononce jamais, et dans le H d'HUP, là, en revanche, ça devient une lettre inspirée, en fait. Et je pense que dans toute ma démarche, c'est toujours ce qui m'animait, en fait. C'est-à-dire d'avoir de l'humanité, avoir de l'humanisme dans toutes les démarches, en fait. Alors, ce qu'on appelle de la bienveillance, alors parfois c'est un peu galvaudé dans l'utilisation, mais moi j'aime utiliser la bénévolence. Parce que la bénévolence, ça va encore plus loin que la bienveillance, c'est-à-dire qu'on va chercher réellement le bonheur d'autrui, en fait, de la personne que vous accompagnez ou celle qui vous interpelle ou celle qui vous interroge. Et alors, c'est la parole à Pauline. Pourquoi avoir créé cette association? Alors, bonjour à toutes et tous, merci d'être là à cette table ronde si importante pour nous, pour parler de l'entrepreneuriat des personnes vulnérables. Évidemment, la vulnérabilité, ça nous concerne tous, ça me concerne moi, puisque pour ma part, mon rapport au handicap est un peu différent peut-être des autres personnes que vous avez entendues jusqu'à présent. Je suis aidante familiale de mon frère Antoine, qui est autiste profond et non-verbal. Et évidemment, cette histoire de vie, cette histoire de famille, cette histoire de fratrie, on ne parle pas beaucoup des fratries, je trouve quand même, des personnes en situation de handicap, ça me tient à cœur. Ça marque évidemment une vie personnelle. Quand on est enfant, on est très très en colère. Donc j'ai été une petite fille très très en colère pendant très très longtemps. Une adolescente, je vous raconte pas, c'était rebelle. Encore plus fort. Et puis finalement, ma route a croisé des gens absolument formidables qui ont su convertir ma colère en la bénévolence, que tu as dit juste avant, qui est un très beau concept que je ne connaissais pas. Pourtant, je connais bien Damien, mais j'en apprends à chaque fois plus à ses côtés, en tant que notre merveilleux président de cette association. Et donc, en fait, on dit toujours, un prof peut changer une vie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, moi, c'est sûr qu'il y a un prof qui a changé ma vie. Ce prof, il s'appelle Thierry Sibude. J'étais à l'ESSEC étudiante avec lui. Et lui avait une histoire de vie très proche de la mienne. Il m'a dit, écoute, Pauline, c'est simple, tu peux rester en colère encore très longtemps. Ça n'a pas changé grand-chose. Maintenant, cette colère, est-ce que tu peux la mettre au service de quelque chose de plus grand que toi et qui, en même temps, est issu de ton parcours personnel? Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'intéresser à l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. En 2007-2008, j'étais encore étudiante à cette époque. J'ai monté un groupe de travail et j'ai eu la chance, deuxième rencontre formidable, de rencontrer 60 chefs d'entreprise en situation de handicap, avec des parcours tous plus étonnants et détonnants les uns que les autres. Des parcours relativement aussi chaotiques, des doubles parcours du combattant, tu l'as très bien cité aussi Jean-Marc, hein, et tu l'as très bien cité, vous l'avez tous très bien cité Stéphanie aussi, et de se dire en fait, de quoi ces personnes ont-elles réellement besoin, qu'est-ce qu'il serait à inventer pour leur permettre de réaliser leurs rêves professionnels, ou en tout cas de se donner cet élan-là d'entreprendre avec leur fragilité, avec leur vulnérabilité. Et c'est la raison pour laquelle, au bout de tout ce chemin-là, eh bien avec 4 des chefs d'entreprise des 60 dont je vous parlais, je les cite toujours, Didier Roche, Franck Pruvot, Jérôme Adam, Jean-Luc Ogodi, qui sont tous des chefs d'entreprise émérites en situation de handicap, on a voulu créer cette association donc, qui est HUP Entrepreneur. Cette asso, elle existe depuis 2008 et on se veut être vraiment le réseau national porte-parole des travailleurs indépendants handicapés. On est même à l'origine du statut TIH dans la loi. Ça, c'est un coup d'audace d'entrepreneur, en l'espèce Didier Roche, notre premier président, qui a porté un plaidoyer, avec d'autres bien sûr, pour donner simplement une visibilité à cet entrepreneur-là, qui a bien sûr toujours existé, vous vous en doutez. On ne nous a pas attendu, les entrepreneurs avec leur fragilité ont toujours existé, mais simplement, ils étaient invisibles. Ils le sont encore. Alors on peut saluer BPI France qui aujourd'hui donne la pleine parole à ce sujet, et je tenais à remercier Eric. On peut aussi saluer l'engagement de la GFIB, pionnier de la première heure, évidemment, sur ce sujet. Et il y a encore beaucoup à faire. Et donc, HUP Entrepreneur, c'est ce réseau porte-parole des entrepreneurs en situation de handicap. Nous en rassemblons 3000 en France. C'est aussi un incubateur dont la mission est aussi d'accélérer la réussite des entrepreneurs en situation de handicap à tout stade. Qu'on soit au stade du rêve, au stade d'un projet beaucoup plus avancé, qu'on ait déjà son entreprise avec des dizaines, voire des centaines de salariés ou non. Voilà, la secret sauce d'HUP, c'est déjà d'être, nous, une communauté d'entrepreneurs. C'est vraiment une association de membres qui est née par les membres et pour les membres. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. C'est cette dimension
d'échange entre pairs et de se donner mutuellement quelque chose de très précieux qui s'appelle l'entraide. Et donc, c'est pour ça qu'on est en fait un réseau très complémentaire des réseaux d'accompagnement de conseil en créa qu'on a cités tout à l'heure et qui font un boulot formidable. Hein. On peut citer BGE, l'ADI, France Active, Initiative France, qui sont des réseaux de conseil à la création. C'est absolument indispensable. Et nous, tous les entrepreneurs qui nous sollicitent, on leur dit il faut absolument que vous alliez voir aussi ces gens-là. Nous, ce qu'on apporte, c'est ce qu'apportent des réseaux comme 60 000 rebonds, Réseau Entreprendre. C'est simplement ce réseau d'entraide et de soutien à l'entrepreneuriat. Parce que quand on entreprend, on est souvent seul. Et le handicap peut aussi nous isoler. Et donc finalement, voilà, comment apporter cette entraide, ce réseau de membres? Ça, c'est le premier point de l'accompagnement HUP. Le second point, c'est bien sûr d'amener la force de l'entraide et du bénévolat. Et donc, nous proposons des parcours de mentorat bénévole. Et je salue dans la salle Yahir Mimoun, qui est parmi nous, qui est un de nos coachs émérites d'HUP Entrepreneur. Donc voilà, 450 professionnels bénévoles, comme Yahir, qui s'engagent à nos côtés et qui font ce qu'on appelle vraiment du mentorat de compétences. Donc non, ce ne sont pas des professionnels de la créa, ce ne sont pas des techniciens, mais ce sont des professionnels de leurs activités qui sont là pour transmettre leur expérience, leurs compétences et leur bénévolence. J'aime bien ce mot, décidément. Pour entourer l'entrepreneur, lui donner confiance en l'avenir, lui donner la foi, l'envie, le courage et d'apprendre en marchant, tout simplement. Voilà. Donc, ça nous a amené à accompagner 3000 projets entrepreneuriaux depuis que l'association existe. On est présent dans 7 territoires français, on l'a dit tout à l'heure. Et pour la seule année 2024, on aura sensibilisé, parce que c'est un autre aspect aussi très important, c'est de sensibiliser à l'entrepreneuriat tous ceux qui veulent se lancer. Donc, on agit énormément sur ce terrain-là aussi. On a sensibilisé à date à peu près 750 personnes partout en France à l'entrepreneuriat, des personnes handicapées, jeunes, moins jeunes, peu importe. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre, en fait. Et puis, on accompagne à date 256 projets entrepreneuriaux. Alors, comment vous sélectionnez les entrepreneurs que vous accompagnez? Eh bien, on ne sélectionne pas. Voilà. Tout le monde a sa place chez HUP, sous réserve, comme l'a dit très bien Jean-Marc, de motivation, de l'envie d'être acteur de son parcours, d'être le moteur. Sous cette réserve, on accueille tout projet et évidemment tout type de handicap, mais ça, c'est même pas un sujet. Je précise quand même qu'il y a des incubateurs d'entrepreneuriat social, ESS, etc., qui font un boulot formidable. Donc, nous n'accompagnons pas de projets associatifs. Voilà, c'est peut-être un petit point à préciser. D'accord. Voilà l'heure qui tourne, donc on arrive bientôt à la fin. Si vous aviez un conseil, chacun, à donner à une personne qui est dans la salle, qui réfléchit, qui a un projet de création d'entreprise et qui n'a pas encore franchi le pas, quel est le conseil que vous lui donneriez? Oser. Oser et rechercher la sécurité au travers de votre projet. Donc, tout le monde peut être entrepreneur. Le mythe de l'entrepreneur qui est visionnaire, qui est gestionnaire, non, il faut avoir envie et le reste, ça s'apprend. On est là pour vous accompagner pour ça. Donc, si vous avez une idée, une envie, testez de manière sécurité plus sûre et allez-y, foncez. Ayez des projets. Même si ce n'est pas des projets de création d'entreprise, ayez des projets. Alors moi, je dirais, vraiment croyez en vous. C'est un peu comme quand vous êtes petit et que vous enlevez les petits trous sur votre vélo, vous en faites toute une montagne. En fait, si vous avez quelque chose en tête, allez-y. C'est le moment ou jamais, en fait. Et vous verrez, les petits trous, vous les oublierez vite. Donc, allez-y, croyez en vous, quoi qu'il se passe. Donc, osez, croyez. Pardon. Alors moi, je vais bien évidemment aller dans le sens de Jean-Marc et de Stéphanie. Osez, croyez. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure, Pauline et Jean-Marc ont parlé de vulnérabilité et de fragilité, certes. Mais sachez que tout handicap, toute situation de handicap, on la compense. Elle est compensée. Et ce qu'il faut savoir, et moi j'aime à dire, quand j'ai des bénéficiaires en face de moi, de leur dire que ce n'est pas la situation de handicap qui vous rend moins productive qu'une personne valide, c'est l'environnement qui n'est pas adapté. Et donc il y a des outils, il y a des dispositifs qui vont adapter l'environnement pour que vous soyez pleinement dans l'emploi.
Alors c'est plus délicat de passer le 4e, parce que forcément, les mots, j'y avais pensé. Non, moi je dirais foncez. Foncez, quel que soit votre projet. Osez, croyez, foncez. Non, et en fait, très souvent, quand on est en situation de handicap, on crée souvent sa propre entreprise, souvent pour créer son propre emploi, en fait. C'est-à-dire que parfois, on a des difficultés peut-être dans l'emploi salarié dans lequel qu'on occupe, et que bien évidemment, de créer l'entreprise, ça peut être aussi une idée. Et je rejoins, alors je ne sais plus qui a dit, mais c'est vrai que je crois que c'est Jean-Marc, qu'en fait, le but n'est pas alors que vous deveniez des Bill Gates ou des Steve Jobs, moi, bien évidemment, j'applaudis dès demain ou autre, mais on peut se réaliser et s'épanouir pleinement, même sans être un Bill Gates, même sans être un Steve Jobs. Je tiens aussi à le rappeler, c'est quand même important. Et alors, merci à vous pour l'accueil. Pauline, dernier verbe. Entourez-vous et célébrez. Entourez-vous, rendez-vous la semaine prochaine à l'INJA pour découvrir l'étude Avenir TIH, parce que les chefs d'entreprise sont frappés par des fragilités de santé et le handicap au cours de leur vie. Donc voilà, ça se passe dans les deux sens. Et pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 17 octobre à l'INJA, le matin, pour découvrir cette fabuleuse étude qui interroge à peu près 200 chefs d'entreprise concernés. Voilà. Et deuxième mot, célébrer. Important de célébrer les succès, notamment en entrepreneuriat où c'est quand même souvent dur. Et pour célébrer, on vous donne rendez-vous le 3 décembre pour les trophées H-Up Entrepreneur au Palais de la Porte Dorée. Et alors moi, je vais rajouter un mot, c'est inspirez-vous. Inspirez-vous de leur parcours. Ils ont tous des parcours de vie exceptionnels. Et ils ont réussi, j'allais dire, à faire d'une faiblesse une force. Et je pense qu'ils auraient beaucoup de leçons à donner à beaucoup d'entrepreneurs. Merci Eric.